Eh ben, bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie déjà d'être présent pour ce webinaire sur les CV, notamment dans le secteur de l'IT. Donc, comme vous avez pu le voir, pour certains d'entre vous qui sont arrivés un petit peu plus tôt, on était en train de se caler sur la technique. Donc, si vous avez le moindre souci pour m'entendre, éventuellement pour voir les différents slides, et ce que là, normalement, on doit être sur la page de présentation, que vous devez voir tous, n'hésitez pas à l'écrire dans les messages. Normalement, voilà, on pourra réagir. On a une personne aussi derrière la technique qui pourra s'assurer que tout le monde a les bons visuels et autres, notamment. Donc là, comme vous l'avez compris, l'idée, c'est pour un petit peu du temps en ce moment un petit peu particulier, un peu compliqué pour tout le monde, pour voilà, vous parler donc des CV dans le domaine de l'IT, que je puisse vous prodiguer quelques bons conseils. Puis c'est vrai que nous, on a régulièrement des retours de nos clients et des gens, enfin, des entreprises avec qui on travaille sur la qualité des CV. Et donc ça, c'est vraiment un point primordial sur lequel nous aussi, on s'attache à accompagner les candidats. Donc l'objectif, évidemment, c'est pas de faire, comment dire, une revue complète de toutes les rubriques du CV, mais c'est vraiment d'aller à l'essentiel. On va prendre pour ça environ 30 minutes, et sachant qu'à la fin du webinaire, enfin plutôt vers la fin, je me garde du temps pour répondre à vos questions. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez des possibilités de les poser en direct, en live, dans la fenêtre qui est normalement en bas à droite chez vous. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir y répondre en direct à toutes, mais on gardera les questions, notamment les sujets qui n'auront pas été abordés forcément dans la présentation. Et puis en fin de webinaire, vous aurez de toute façon un lien, une adresse sur laquelle vous pourrez éventuellement envoyer vos questions ou demandes de sollicitation si évidemment on n'aurait pas eu le temps de traiter toutes ces questions. Alors avant de démarrer, je voulais quand même vous présenter Jobin Live, même si j'imagine que la plupart d'entre vous je dirais, vous connaissez le cabinet, mais ça, je pense que vous l'avez compris. Jobin Live, c'est un cabinet qui est évidemment dédié aux personnes en situation de handicap. Même si aujourd'hui le thème c'est l'IT, on est vraiment orienté tout secteur d'activité. On a vraiment deux types de prestations aussi au sein du cabinet, puisqu'on a évidemment la prestation classique de qualification et d'envoi de profil donc à nos différents clients et entreprises. Et puis on a aussi une prestation, j'imagine que certains d'entre vous ont dû y participer aussi, qui s'appelle les Mardis du handicap, qui est comment dire, une sorte enfin, ce sont des job dating qui ont lieu aux quatre coins de la France. On a eu environ 35 dates par an. Donc, ce sont des job dating en présentiel qui vous permettent de rencontrer directement les entreprises. Et puis là, comme vous l'avez compris aussi au regard du contexte un petit peu particulier, on l'a adapté dernièrement, parce qu'on avait à cœur je dirais, de les maintenir. Et on l'a transformé il y a à peu près un peu plus d'un mois sur du job dating virtuel en ligne via notre plateforme interne qui est myjobdating.com. Et au sein de l'équipe, notamment, alors moi je suis responsable recrutement, comme vous avez pu le voir notamment sur ce premier slide. Moi je pilote une partie des équipes sourcing et je coordonne le recrutement. Et notamment au sein de l'équipe, vous avez effectivement principalement deux chargés de recrutement que vous connaissez sans doute également, qui sont notamment Sarah et Amélie, et qui sont accompagnés aussi de chargés de sourcing. Notamment, vous avez Gérald ou encore Anaïs, que vous avez sans doute dû avoir, j'imagine, au téléphone récemment. Et puis également, je vais citer Joël, qui est notre coach qui intervient sur l'animation de tous nos MDH. Et j'en profite, alors j'y reviendrai vers la fin, mais j'en profite pour dire qu'elle va animer la semaine prochaine également un webinaire sur le thème de l'entretien. Alors ça sera en deux parties, puisqu'il y en aura une sur notre date, c'est le 20 avril et ensuite le 28 avril, notamment qui seront sur préparer son entretien d'embauche pour les profils alternants sur le 20 avril, et également pour les autres profils, comme tout ce qui est format, on va dire CDI, CDD, CDI, là qui aura lieu le 28 avril. Donc voilà pour les petites infos et la suite des webinars. Alors, pour démarrer sur celui-ci, effectivement, la question primordiale, c'est pourquoi passer du temps sur votre CV, puisque les équipes, je pense, ceux que vous avez au téléphone ont dû régulièrement vous le dire, mais on insiste beaucoup pour que vous refassiez vos CV, ça c'est important, c'est pas notamment plus dans un souhait purement esthétique, mais parce que le CV, comme c'est indiqué, c'est vraiment ce qui va vous permettre de décrocher un premier entretien. Et ça c'est essentiel, et pour ça, il faut que le CV soit clair, il faut qu'il se différencie, il faut qu'il fasse vraiment enfin, qu'il sorte du lot, puisqu'il faut savoir qu'un recruteur, notamment que ce soit en cabinet comme chez nous ou en entreprise, peut recevoir jusqu'à plusieurs dizaines de CV par jour, et sans compter également le temps qu'il va passer sur les job boards à aller éplucher du CV. Donc là, sur une journée complète de sourcing, on peut arriver pas loin d'une centaine de CV. Donc forcément, vous doutez que dans le lot, les CV qui vont vraiment justement sortir du lot vont pouvoir se démarquer, on va être plus enclin clairement à les contacter. C'est pour ça qu'on verra effectivement que c'est aussi important de privilégier le fond, c'est ce que vous allez mettre dedans, que la forme, puisqu'il faut aussi que le CV soit vraiment agréable à lire et donne aussi envie de le lire. Donc ça, c'est deux points très importants qu'on va aborder dans le webinaire. Et puisque voilà, pour citer un chiffre que j'ai mis en bas, alors ça dépend des études, mais vous avez notamment entre
entre 6 secondes et 30 secondes pour lire un CV. Donc, vous voyez, 6 secondes, c'est très, très rapide. Et il faut savoir aussi que et je dirais, nous, en cabinet, on va peut-être passer plus de temps justement à vous accompagner et donc à vous donner des conseils, mais un recruteur en entreprise a aussi d'autres priorités à gérer, et lui n'aura peut-être pas la patience de passer autant de temps que nous à, je dirais, aller creuser un CV, à regarder dans le détail, et voilà, il va forcément passer plus vite sur les CV, et clairement, il va écarter les CV qui vont lui sembler difficiles à lire, pas abordables, ou c'est pas clair directement. Donc c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir ça en tête quand on, effectivement, on rédige un CV. Alors, sur les conseils, très concrètement, voilà, le premier conseil que moi je vous donnerais, c'est vraiment de cibler les informations. Ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se contenter d'un seul CV. Clairement, dans l'IT, on navigue beaucoup entre les différentes ESN. On peut avoir beaucoup d'expérience et beaucoup de missions. Il est très important, effectivement, de ne pas forcément de tout mettre, hein. Il ne faut pas mettre toutes vos expériences et mettre uniquement celles que vous allez estimer les plus importantes au regard du poste ou de l'annonce à laquelle vous allez répondre. Ça vous permet effectivement de gagner de la place, de ne pas faire des CV qui font 6, 7 pages, et surtout, encore une fois, donner quelque chose, enfin, envoyer un CV qui va vraiment être plus agréable à lire et sur lequel on va retrouver les informations plus facilement. Le ton est important aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément déléguer un CV, il faut aussi avoir en tête que là, on met les principales expériences, celles qui vont accrocher le recruteur, et donc il faut aussi en garder un peu sous le coude, forcément pour l'entretien, donc il faut être vraiment direct et synthétique. Alors, le conseil classique, évidemment, qui peut paraître évident, on ne fait pas de sujet verbe complément dans un CV, on ne fait pas de jeu non plus. Voilà, on ne parle pas à la première personne, on se contente effectivement de phrases vraiment directes qui vont avoir de l'impact. Notamment très simple, hein, c'est gestion d'un projet de développement applicatif, migration ou alors pilotage de migration de serveurs, etc. Donc c'est vraiment voilà, des verbes à l'infinitif ou autre, mais vraiment encore une fois quelque chose de direct et qui va à l'essentiel. Alors évidemment, pour les personnes dans l'IT qui ont 20, enfin 15, 20 ou 30 ans d'expérience, c'est compliqué de faire un CV en une ou deux pages. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, je dirais, à prévoir comment dire, une version, enfin, deux versions de votre CV, une version longue. Idéalement, il faut qu'un CV fasse évidemment une page pour les gens qui ont moins d'expérience, jusqu'à 2 à 3 pages vraiment maximum pour les plus expérimentés. Et une fois que vous avez, je dirais, eu un premier contact ou décroché un entretien avec un, un recruteur, là, n'hésitez pas à proposer spontanément une version plus longue. Et là, on peut effectivement, vous pouvez pouvoir un peu plus vous lâcher, si je puis dire, et avoir un CV qui va rentrer plus en détail. Mais moi, voilà, moi j'ai vu effectivement des CV, le record que j'ai pu voir, c'est des CV de pratiquement 9-10 pages. Je suis sûr que pour un recruteur, quand il doit voir plusieurs dizaines de CV dans une journée, il y a parfois des moments où c'est compliqué d'aller au bout du CV. Donc ça, c'est important effectivement, encore une fois, de se concentrer sur l'essentiel notamment. Ensuite, toujours dans l'aspect de cibler, je dirais, il faut être aussi précis sur les environnements techniques et sur les technologies. Encore une fois, dans ce que je vous disais sur cibler, surtout pour les personnes qui ont beaucoup d'expérience, ne mettez pas toutes les technos que vous avez pu aborder, parce qu'on arrive parfois à des listes qui font ça de long, et ça, clairement, en plus, on ne sait pas lesquelles vous maîtrisez, lesquelles vous êtes le plus à l'aise ou moins à l'aise. Mettez vraiment celles qui vont, encore une fois, être recherchées par l'annonce, par le recruteur. C'est vrai que c'est important aussi de bien lire l'annonce, évidemment, de vous renseigner sur l'entreprise, s'il y a des cœurs de métier, etc. Donc ça, c'est très important, vraiment, mettez les principales technologies, valorisez-les, et valorisez celles que vous maîtrisez le mieux. Après, n'hésitez pas non plus je dirais, à les hiérarchiser, hein. Il faut toujours mettre au-dessus, je dirais, en haut de la liste les plus importantes et celles avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise, notamment. Et puis ce que je mets aussi, il faut vraiment se mettre à la place du recruteur et bien s'appuyer sur l'annonce, en fait. C'est-à-dire vraiment aller regarder ce qui va être recherché. N'hésitez pas à employer le même terme, mettez les technologies qui sont recherchées, que vous maîtrisez dans votre CV et valorisez-les. Et puis n'hésitez pas non plus dans vos expériences à agrémenter par du concret. Toutes les données concrètes, que ce soit des données chiffrées, vont vraiment apporter du crédit à votre CV, à votre profil. Ça, c'est important. Je vous donne un exemple. Par contre, vous avez fait une migration dans le domaine d'infrastructure. Vous avez fait une migration de serveurs. Combien de serveurs? C'était 20, 200. Pareil sur la gestion de postes de travail dans l'infrastructure. Est-ce que vous avez géré une installation de postes de travail? C'était combien de postes de travail aussi? Le fait d'en avoir effectivement géré 10 ou même 200, ça n'aura pas le même impact. Et ça va rassurer le recruteur aussi sur votre capacité à apporter du concret et notamment à avoir géré, piloté des projets plus ou moins importants en tout cas. Alors après, il y a aussi
Un autre point, c'est les profils qui sont plus juniors. Alors c'est vrai que moi je conseille pour les profils seniors de démarrer effectivement assez rapidement par vos expériences professionnelles, enfin compétences d'abord et expériences professionnelles, et mettre votre formation à la fin. C'est sûr que pour les profils juniors, vous allez avoir plus de mal à valoriser vos expériences, même si on peut avoir des belles expériences en termes de stage ou d'alternance. Mais si vous avez voilà, des formations intéressantes, mettez-les plutôt en haut de CV. Et par contre, là, je vous dirais, sur la liste des compétences, n'hésitez pas peut-être à en mettre un peu plus que ce que vous pourriez mettre. Alors, toujours dans les compétences que vous avez abordées, bien sûr. Parce que ce qui va être important, c'est d'en mettre un peu plus pour vous, les profils juniors, parce que simplement, nous, les recruteurs, que ce soit en entreprise ou en cabinet, on fait des recherches par mots-clés dans les job boards. Donc, concrètement, c'est très basique. Hein, on met les mots-clés des technologies qu'on recherche. Donc, plus je dirais, vous allez mettre, vous les profils juniors, plus vous allez mettre de ces mots-clés, plus vous aurez la chance derrière de ressortir dans le résultat des recherches. Évidemment, dans le cas, vous n'envoyez pas les CV directement, bien entendu. Et puis aussi, valorisez bien effectivement vos projets personnels et universitaires, si vous avez fait des projets que ce soit, je ne sais pas, de développement d'équipe ou autre, en interne au sein de l'université ou des écoles, n'hésitez pas à les mettre aussi. Ça, c'est tout à fait valorisable. Et si sur effectivement votre temps libre, pareil, vous développez ou autre, mettez-le aussi. Ça permettra de vous valoriser aussi. J'avais une question là, j'en ai une que j'ai vue rapidement, mais comme je vous disais, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Là, je répondrai plutôt à la fin. Si effectivement cette période de confinement, vous faites des formations, des MOOC, etc., mettez-le aussi, hein, clairement, ça, il faut le valoriser. Et c'est toujours positif dans le sens où ça montre que vous n'êtes pas resté à rien faire aussi, malgré malgré le contexte. Pour ça, vous pouvez tout à fait le mettre dans la rubrique compétences ou enfin même plutôt formation d'ailleurs. Évidemment, alors si vous en faites beaucoup, l'idée c'est d'être encore une fois synthétique et de ne pas mettre une liste de 10 ou 15 formations parce que ça peut vite un petit peu phagocyter un peu le reste du CV. Mais clairement, voilà, n'hésitez pas à le mettre, ça c'est important. Toute formation, je dirais, qui reste dans votre domaine est valorisable et bonne à prendre pour un recruteur en tout cas. Et sachant une dernière chose aussi avant de passer à la suite, ce qu'un recruteur voit aussi, ce qui est important, c'est la façon dont vous rédigez votre CV. C'est déjà un premier indicateur pour le recruteur de votre façon de vous organiser, un peu, pas forcément votre savoir-être, de votre façon de traiter l'info, si vous êtes rigoureux ou pas, si vous savez bien organiser, vous êtes synthétique. Donc ça donne quand même des bonnes indications et ça peut aussi rassurer très clairement le recruteur de voir qu'une personne a réussi à être synthétique malgré 20 ans d'expérience, a bien organisé l'information, qu'elle sait ce qu'elle veut. Ça, c'est vraiment des points positifs qui donnent clairement envie d'appeler un CV. Parce que comme je vous disais, une personne en entreprise va peut-être pas forcément prendre le temps d'appeler tous les CV pour creuser. S'il évoque sur un CV, c'est pas clair, il y a trop d'informations et qu'à côté, clairement, elle a d'autres CV qui sont mieux organisés. Elle passera peut-être pas le même temps que nous en cabinet pour aller creuser et appeler les personnes. Encore une fois, ce point-là est vraiment très très important de se différencier. Sur la question des rubriques dans votre CV, bon, c'est très simple, hein, je ne vais pas forcément revenir en détail sur toutes les rubriques. Elles sont évidemment, on va commencer par le haut du CV. Donc, le titre, évidemment, je le rappelle, mais il doit correspondre au poste pour lequel vous vous positionnez. Ça peut être aussi votre projet professionnel, c'est-à-dire le poste que vous n'occupez pas actuellement, mais qui serait effectivement la mission, enfin la fonction que vous souhaitez occuper. Ça peut être aussi ce cas-là. Évidemment, il faut adapter le titre à chaque poste pour lequel on adresse sa candidature. Ça, c'est évident, mais je préfère le rappeler. Et ce qui est intéressant aussi, que ce soit pour les gens qui ont l'expérience ou je dirais qu'on en a un peu moins, c'est mettre un petit 2-3 lignes qui vont valoriser en dessous du titre. C'est un petit résumé de votre parcours, encore une fois de manière très directe, c'est-à-dire, encore une fois c'est un peu bateau, mais 15 ans d'expérience dans le domaine du développement, le domaine d'infrastructure, leadership ou encore capacité à piloter des projets de grande envergure, enfin, des phrases un petit peu bateau comme je vous disais, mais 2-3 lignes comme ça qui vont résumer un petit peu ce que vous savez faire, ce que vous avez aussi envie de faire et qui vont valoriser, c'est bien aussi, ça permet de poser les choses, puis ça montre aussi que vous avez réfléchi un petit peu, voilà, vous avez pris un petit peu de recul sur le parcours. Et pour un jeune diplômé, c'est peut-être plus orienté effectivement sur ce que vous souhaitez faire ou sur quoi vous êtes en capacité d'apporter en termes voilà, de savoir-être ou de compétences. Il y a plein de moyens de le tourner, mais encore une fois, voilà, c'est quelque chose de synthétique de 3 lignes, ça suffit. Évidemment, comme je vous disais, en fonction du profil, alors, on met alors soit expérience ou compétences en premier, après ça, bon, ça peut être à la discrétion de chacun, mais on peut effectivement faire un premier point sur ces compétences avant les expériences, c'est à vous de voir. Par rapport aux compétences, n'hésitez pas à évaluer votre niveau. Alors, vous avez des pictogrammes, plein de façons, on va le voir juste après, j'ai des liens pour trouver justement ce type d'icône de pictogramme pour justement montrer où est-ce que vous êtes en termes de compétences.
parce qu'il n'y a rien de plus, je dirais, je vais pas dire frustrant, mais pour un recruteur, c'est compliqué de voir une liste de compétences très large, et au final, on va se retrouver avec plein de compétences listées, mais on ne sait pas lesquelles vous maîtrisez. Donc, c'est pour ça que vous les ciblez et vous mettez effectivement alors soit maîtrise ou bonne connaissance, ou alors un niveau avec des petits bullet points de 1 à 2, de 1 à 5, et vous remplissez au fur et à mesure pour avoir effectivement le niveau. C'est-à-dire effectivement une présentation un petit peu plus variée que d'habitude. Par rapport aux expériences, ce qui est important, c'est soyez clair aussi, indiquer clairement les dates, le type d'entreprise, que ce soit ESN, client final, ça c'est important. Les dates aussi, alors pas besoin de mettre effectivement le jour, mais le mois, voire l'année si ça dure sur 10 ans ou plus. Surtout quand vous avez beaucoup bougé, hein, parce que ça arrive souvent effectivement en ESN, où il y a pas mal de, je dirais, en entreprise de services du numérique, il y a pas mal de changements. Mettez-les vraiment, ça nous permet bien de visualiser, de ne pas se poser de questions, de se dire, bah là, quand on n'a pas mis de date, c'est un peu suspect, pourquoi? Est-ce qu'il veut nous cacher des choses ou autre? Donc ça, c'est important vraiment de les mettre en avant, notamment. Pareil, si vous avez effectivement un trou dans votre CV de quelques années, n'hésitez pas effectivement à préciser la raison, alors que ce soit effectivement pour les femmes, un congé maternité ou pour problème médical, ça s'entend tout à fait dans un CV, qui soit lié à un handicap d'ailleurs. Donc n'hésitez pas effectivement, si vous avez un trou important, à le mettre, une ligne, hein, sans rentrer dans le détail, vraiment, mettez indiquez-le. Comme ça, voilà, on saura qu'au moins c'était quelque chose qui ne dépendait pas de vous, ou notamment bah, vous avez été en recherche, vous avez fait une période de formation, auto-formation ou autre, mettez-le, ça indique toujours que vous n'êtes pas resté à rien faire. Parce qu'encore une fois, le doute, c'est jamais positif quand on est recruteur et on commence à se poser des questions. Voilà, c'est pas forcément, on part pas d'un bon pied, si je puis dire. Alors, les centres d'intérêt aussi, si c'est pour mettre effectivement des choses comme lecture, cinéma ou autre, franchement, ne les mettez pas, ça va vous faire en plus vous économiser de la place. Des choses comme ça sont, entre guillemets, c'est, euh, c'est trop bateau. Notamment. Donc clairement, mettez uniquement des choses, s'il y a des choses qui sortent un peu du lot, si vous avez des hobbies qui sont un petit peu en rapport, je dirais, avec le monde de l'IT ou encore autre, n'hésitez pas à le mettre. Alors évidemment, pour les personnes qui seraient plus actives dans ce type comment dire, d'activité, si vous avez un blog, fait des publications, évidemment, là, si on va jusqu'au bout de la logique, bah, mettez-le en avant, effectivement, mais si c'est juste pour remplir et mettre, voilà, mettre du sport, lecture ou autre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le recruteur. Voilà, c'est des choses qui vont en plus pas forcément porter une vraie valeur ajoutée. Ensuite, il y a un autre point qui est très important, c'est la RQTH. C'est effectivement ce qu'il faut la mentionner. Alors évidemment, il peut y avoir deux écoles. Hein. Là, c'est un peu plus subjectif. Certains vont vous dire que non, d'autres oui. Moi, clairement, je suis pour le fait de la mentionner sur un CV. Pas la peine d'indiquer votre handicap. Ça, vous discuterez effectivement en entretien si vous rencontrez la personne. Mais là, parce que de toute façon, si vous décrochez un entretien, c'est un sujet qu'il faudra forcément aborder, parce que la question d'aménagement, il faudra évidemment l'évoquer pour que, voilà, si vous intégrez l'entreprise, que vous intégrez l'entreprise dans de bonnes conditions. Et le fait de le cacher vous mettra vraiment en porte-à-faux et vous mettra aussi mal à l'aise le recruteur. Et donc, ça pourra même ne pas garantir la pérennité du poste. Donc, clairement, mettez-le. Évidemment, ce n'est pas une obligation. Hein. Les personnes qui n'ont pas d'aménagement, évidemment, c'est sûr que là, on ne va pas forcément la mentionner. Après, le fait de la mentionner en mettant voilà, RQTH sans aménagement, c'est évident, hein, on ne va pas se mentir, il va y avoir moins d'a priori vis-à-vis des recruteurs et au-delà même des opérationnels ou des managers, parce qu'effectivement, eux vont peut-être se poser plus de questions, avoir peut-être plus d'a priori. Donc voilà, vous pouvez le mettre pour rassurer, mais voilà, moi, mon avis, encore une fois, c'est mon avis, mettez-le quand même, juste RQTH, puisque comme ça, voilà, au moins, le sujet sera abordé, puis vous pourrez l'échanger plus en détail au téléphone vis-à-vis de ça. Après, effectivement, j'ai quand même regardé les questions, j'en profite. Par rapport aux hobbies, effectivement, les hobbies, enfin, les centres d'intérêt, ça peut être bien d'avoir quelque chose d'un peu plus original. Ça peut créer effectivement, je dirais, une accroche ou une petite aparté ou du lien avec le recruteur s'il partage effectivement votre hobby centre d'intérêt. Après, effectivement, ça nécessite d'aller creuser, voir comme l'a dit la personne, bonne remarque sur LinkedIn. On peut le mettre. Après, effectivement, ça peut être du tranchant parce que si voilà, la personne ensuite s'est passé votre CV à une autre personne qui ne partage pas ce hobby, ou alors si vous mettez fan de foot ou de l'OM, voilà, juste à tout hasard, et que la personne est plus fan du PSG, c'est un exemple évidemment, ça peut aussi parfois crisper la personne. Hein, certaines personnes peuvent s'arrêter aussi à ce genre de détails. Hein, ça peut paraître pas subjectif, mais il va se dire non, dans mon équipe, il ne va pas s'intégrer, ça ne va pas le faire. Donc, à manier, je dirais avec précaution, renseignez-vous bien sur la personne. Mais effectivement, pour terminer là-dessus, ça peut faire clairement un petit point d'accroche et puis créer de la proximité avec le recruteur notamment. Alors, sur la suite,
Là, on a pu discuter du fond, très clairement. Donc là, l'idée, c'est de voir vraiment la forme, comme vous disiez, la forme est presque aussi importante que le fond, même si évidemment c'est plus le fond qui va convaincre. Si vous présentez très mal votre CV, que vous ne donnez pas envie de lire, il va passer à autre chose, il va le dégager de la pile et forcément vous n'avez pas eu la chance de vous valoriser. Alors l'idée effectivement, c'est pour prendre le deuxième point de ce slide, c'est conjuguer effectivement modernité et sobriété. En fait, aujourd'hui on est dans le domaine de l'IT, c'est pas le domaine de la com, ce qui nécessite beaucoup plus de créativité, hein, pour prendre un petit peu certes un peu un cliché, mais c'est aussi une réalité. Donc l'idée c'est pas effectivement, on va le voir juste après, mais énormément de couleurs, c'est quand même d'aller encore une fois à l'essentiel et de véhiculer une image un peu de rigueur, hein, qui peut être, je dirais, importante pour le domaine de l'IT. Et malgré tout, ça n'empêche pas d'être sobre, d'avoir une présentation plutôt originale et de se démarquer visuellement, encore une fois, pour retenir l'attention, parce que comme je vous dis, une personne va consacrer 6 secondes minimum et va effectivement naturellement aller vers des CV qui sont mieux présentés. Ou alors, on va avoir tendance à passer plus de temps et passer peut-être plus à 30 secondes que 6 secondes si le CV donne envie. Donc là, je vous ai mis un lien. Alors, vous pouvez en trouver d'autres, hein, sur Internet, hein. Vous avez un site comme Do You Buzz aussi qui vous propose, hein, des formats de CV. Là, celui-ci est plutôt bien parce que c'est plutôt des formes originales. Je vous laisserai les consulter. On ne va pas les regarder maintenant, mais c'est canva.com. Hein. Vous verrez, il y a pas mal de propositions pour l'adapter aussi à vous, votre profil, et puis aussi votre personnalité, parce qu'on peut le faire par rapport aussi à sa personnalité. Et puis, encore une fois, bon, ça revient à ce que j'ai dit auparavant, mais il faut qu'il soit clair et lisible avec des rubriques rapidement identifiables. Alors ça, c'est ce qu'on va voir dans le slide d'après, avec notamment, on peut rendre les rubriques, je dirais, et les différentes rubriques, différentes informations identifiables en jouant sur les couleurs, pas trop évidemment, sur la police ou sur effectivement le mettre du caractère gras ou autre. Donc, j'ai vraiment en un coup d'œil, quand on regarde, voilà, on sait tout de suite où aller, quand il y a l'information, où sont les compétences, la formation, etc. Donc ça, c'est important. Et notamment, on verra des exemples de CV pour que je vous montre, hein, ce à quoi je fais référence notamment. Et puis, je l'ai déjà dit, effectivement, idéalement, c'est 1 à 2 pages maximum, hein, ça, c'est le petit conseil que j'ai déjà donné, mais ça, c'est idéalement, enfin, l'objectif idéal, on va dire, pour pas, encore une fois, perdre le recruteur quand on va au-delà. Sur la présentation, effectivement, comme je disais, il ne faut pas la négliger. Le premier conseil, c'est vraiment garder l'homogénéité de la cohérence. En gros, c'est pas trop de couleurs, c'est 2-3 couleurs maximum, et encore une fois, l'homogénéité, c'est-à-dire les couleurs qu'on va, je dirais, mettre sur une rubrique ou un type d'information, on va le garder exactement la même dans la suite du CV. Si on met effectivement, par exemple, des titres de poste, je ne sais pas, en bleu, on va garder tous les titres de poste en bleu également dans tout le reste du CV. Il faut éviter effectivement l'aspect un peu, on va dire, sapin de Noël où il y a 15 couleurs. Ça fait, voilà, ça véhicule pas forcément une bonne image. Et visuellement, on perd, je dirais, l'attention du recruteur. Pareil pour les polices, ça sert à rien de varier les polices. Un CV avec un seul type de police aussi, ça va bien aussi. 2 ou 3, pareil, en s'appuyant sur les types de rubriques sur une police spécifique. Le descriptif, le contenu d'émission, notre type de police, voilà, ça permet encore une fois de bien différencier et d'aller l'information plus rapidement. Ce qui effectivement rejoint ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire vraiment une même présentation entre les différentes rubriques, ça c'est important. Garder cette cohérence, cette homogénéité, ça véhiculera une bonne image de vous, une personne, voilà, qui est plutôt bien organisée, qui sait bien faire un CV, encore une fois. La question de la photo, effectivement, elle est aussi importante. Moi là-dessus, j'ai pas d'avis tranché dans le sens où oui, c'est bien une photo, moi, c'est pas forcément indispensable. Par contre, c'est toujours déjà que c'est mieux d'en avoir une. Ça donne encore une fois plus de proximité sur un CV. Par contre, évidemment, la photo professionnelle, ça c'est important. On voit beaucoup de photos, alors mal cadrées, des photos d'un détenu, encore une fois, pas très pro. Alors clairement, on ne vous demande pas d'être en costard-cravate sur un CV, mais par contre, voilà, pas des photos de vacances, que ça j'en ai vu, des photos avec des chemises hawaïennes, ce genre de choses, ou limite derrière il y a des gens avec des verres à la main. Ça véhicule pas forcément une bonne image de vous. Donc clairement, voilà, pas besoin de prendre effectivement, de faire appel à un photographe professionnel. Prenez un fond blanc ou un fond uni, cadrez bien la photo, ça c'est évident. Une tenue, voilà, chemise, polo, je sais pas, mais voilà, quelque chose d'un minimum correct en tout cas. Et puis souriez, ça c'est important. Vraiment souriez, donnez envie de vous rencontrer, hein. Ça peut vous paraître bête, mais encore une fois, c'est plein de petites choses comme ça qui au final vont donner une bonne impression de votre CV. Donc voilà, faites un effort dessus. Si vous mettez une photo, en tout cas, voilà, au moins soignez-la et mettez pas des photos, encore une fois, que vous avez récupérées de photos, je dirais, dans des cadres un peu plus perso que pro.
Alors, je vous parlais effectivement des éléments graphiques ou visuels. Vous avez deux sites qu'on a retenus, donc The Noun Project et Flaticon. Voilà. Le petit souci, ce sont des sites qui sont en anglais, bon, ils sont assez complets. Vous verrez parfois, il y a certains dans les résultats de vos recherches, certaines iconologies seront soumises à des droits, donc il faudra payer, mais 80-90% des images sont libres de droit. Donc c'est en anglais, donc je vous invite pour les non-anglophones à passer par Google Translate, le site traduction Google, voilà, pour traduire en anglais votre requête. Et comme ça, vous aurez tous les résultats. Voilà, ensuite, vous les enregistrez, les insérez dans le CV. Pareil, ça différencie toujours un CV, ça le rend plus agréable à lire que d'avoir des pavés de texte et uniquement du noir et du blanc sur un CV notamment. Donc justement, alors pour terminer, je vous parlais effectivement des exemples de CV. Voilà, on va prendre deux exemples de CV. Un exemple, je vais faire un petit peu de zoom pour que ce soit plus lisible. Donc un exemple de CV junior qui est celui-ci, on passera à un exemple de CV senior. Vous voyez, celui-ci, en termes de présentation, il est assez classique. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais ça suffit largement, je vous dirais. Il n'y a pas de, encore une fois, on n'est pas dans l'information, ça tient sur une page. Il y a effectivement ici, là, vous avez en dessous du titre du CV, vous avez les coordonnées, un petit descriptif en deux lignes voilà, qui valorise le candidat, qui résume un petit peu ses compétences. Le parcours junior qu'on met en avant la formation. Donc en premier, voilà, pour valoriser son parcours. N'hésitez pas effectivement à préciser ce que vous avez étudié, là, comme ce qu'on voit, comme la programmation mobile, etc. Après, là, il y a noté le BTS. Après, effectivement, on n'est pas forcément obligé de remonter jusqu'au lycée ou au niveau du bac, c'est pas nécessaire. Bon, là, avec le profil des juniors, ça peut être intéressant, effectivement, de mettre le BTS si c'est, encore une fois, je dirais, un domaine un peu différent de la licence et au-delà, évidemment. Pareil, sur le parcours professionnel, bah, vous avez effectivement deux, trois couleurs, enfin même deux couleurs, hein, rouge et le bleu, pas plus. Et effectivement, qui vous permet tout de suite d'aller voir effectivement comment dire, l'entreprise et la date. Comme ça, voilà, tout de suite on a l'information, le titre du poste. Important également de préciser si c'est stage ou alternance, ou CDI, CDD pour effectivement les personnes plus seniors. Donc là, voilà, on a vraiment l'information qui est présentée de manière claire, avec des puces ou bullet points, les outils langage, etc. Pareil, un site direct, maintenance du site web, collaboration avec d'étudiants, citer le développement confirmé. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais pas besoin forcément d'aller au-delà, c'est plutôt assez clair, on a l'information rapidement. Pareil, les compétences, bon, alors évidemment là, vu que c'est un profil junior, pas forcément de mettre le niveau de maîtrise, on sait que c'est plutôt des gens qui sont débutants. Centre d'intérêt, bon là typiquement, je ne vais pas modifier, mais bon, sport, technologie, voyages animaux, on pourrait s'en passer ou personnaliser plus, parce que c'est pas forcément une grosse valeur ajoutée. Après, encore une fois, on est sur un profil junior, il y a de la place, on peut se permettre de le mettre. Et puis effectivement, ce que je vous disais, RQTH sans aménagement de poste, on peut le mettre en haut ou en bas, après c'est à vous de voir. Il n'y a pas de règles immuables, notamment. Mais voilà, c'est important en tout cas d'avoir quelque chose, encore une fois, de clair, avec des rubriques facilement identifiables. Alors, sur un autre CV plus senior, là, pareil, on peut passer sur une présentation un peu plus, voilà, un peu plus, entre guillemets, élaborée. Du coup, là, bah, effectivement, vous avez ce fameux Bill Gates. Clairement, voilà, là, encore une fois, c'est pas quelque chose qui, encore une fois, qui est extravagant, hein. On a voilà, une présentation qui est un petit peu plus aérée. Alors, évidemment, pour une personne senior, la partie expérience professionnelle va être beaucoup plus fournie, hein. Là, c'est encore une fois, c'est un exemple. Mais on retrouve le même principe, des couleurs pour identifier les rubriques. Euh, Là, des formations en perfectionnement, on peut inclure évidemment le niveau de diplôme, les formations, comment dire, annexes, enfin, hors cursus universitaire ou autre, et puis les certifications, toutes les certifications, que ce soit alors méthodologie de projet agile, certification utile, etc. Enfin, ou certification, je sais pas, que ça peut être du Cisco ou dans le domaine du applicatif, développement applicatif. Mettez-les en avant, ça c'est important, ça valorise aussi votre profil. Mettez-les dans la partie formation, c'est des choses qu'on peut tout à fait mettre. Quitte à effectivement le mettre, si c'est une formation qui est exigée ou importante par rapport à l'annonce, n'hésitez pas à la mettre directement en dessous du titre, hein, vous avez au-dessus. Voilà, des compétences clés, on peut aussi les mettre dans le petit résumé en dessous du titre aussi, ça peut encore une fois être important, si c'est un prérequis très important, encore une fois, de l'annonce. Et vous avez effectivement un exemple voilà, de type de niveau d'icône qu'on peut utiliser. Alors évidemment, celle-ci, il y en a plein d'autres pour mettre les différents niveaux de compétences sur votre CV. Et pareil, encore une fois, sur les langues, sur le niveau de compétences, comme je vous disais, mettez votre niveau.
voilà, c'est très simple, hein, langue maternelle, anglais opérationnel. Mettez vraiment un niveau 1. Ne vous contentez pas de mettre anglais, espagnol ou autre. Mettez si vous êtes courant. Si vous, parfois, vous savez l'utiliser dans des cadres de réunion, présentation, animation animation avec de groupes, n'hésitez pas à le mettre aussi, hein, ça peut être un plus. Hein. Mais encore une fois, voilà, soyez précis et mettez ce que vous savez faire, encore une fois, dans votre CV. Du coup, on va passer parce qu'on arrive effectivement à la demi-heure, donc on est plutôt dans le timing. On va passer euh, aux questions que notamment on a pu mettre de côté. Alors, attendez, je vais les mettre notamment. Alors, première question, faut-il mentionner le mot confinement dans le CV? Bah écoutez, non. Enfin, oui, enfin, je dirais, il n'y a pas de contre-indication à le mettre, mais moi, je vois pas pourquoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas je dirais, de besoin de mettre le mot confinement. Après, je crois que, je sais pas si c'est cette personne, vous, Myrti, qui avait précisé je dirais, le fait de mettre les formations autres. Après, si vous avez fait une formation pendant la période de confinement, mettez juste la formation que vous avez faite, pas besoin de la mettre. Effectivement, mettez-vous les compétences MOOC ou toutes les formations à distance, il faut les mettre, ça c'est important. Après, je pense pas besoin de mettre la période de confinement. Les entreprises savent très bien enfin, sont au courant qu'il y a il y a confinement. Ils savent très bien que la période est compliquée. Voilà, si c'est sur cette année, entre mars, je dirais, et jusqu'à, je pense, malheureusement, mai, voire peut-être juin, ils vont comprendre. Et puis, je vous dirais, une période d'activité de 6 mois, voire un peu plus, je dirais, c'est rien de choquant d'avoir les recherche aussi. Hein, voilà, c'est normal aussi. Donc, pour moi, pas besoin de le mettre. Mettez juste effectivement les formations que vous avez pu, ou les MOOC, comme vous l'avez précisé, que vous avez pu avoir notamment. Donc voilà pour cette question. Alors sur le cabinet, effectivement, on dit détaillé, donc un CV de 3 pages, au contraire un CV de 8 pages. Alors, bah, moi, je vous dirais entre une à 3 pages, pour moi, il n'y a pas une grosse différence en fait. Je pense que sur une personne expérimentée, je vous dirais effectivement aller peut-être plus sur le CV de 2 à 3 pages, mais vraiment pas au-delà. Enfin, pour moi, 3 pages, c'est pas choquant non plus, hein, surtout quand on a 20 ans d'expérience et encore une fois, qu'on a fait beaucoup de formations, on a beaucoup de compétences. Voilà, aller à 3 pages. Quand je parle effectivement de CV détaillé, moi je parle plus de CV qui vont aller au-delà, c'est-à-dire 4, 5, 6 pages. Parce qu'on a fait effectivement beaucoup de missions variées, c'est toujours intéressant de détailler, je dirais, les missions que vous avez faites hein, chez vos différents clients par le biais de SN ou en direct chez un client final. Donc voilà, entre 1 et 3 pages, pour moi, ça reste dans la norme. C'est au-delà, au-delà, voilà, là, ça commence à être un peu long. Après, vous pouvez aussi, la solution, n'hésitez pas non plus à envoyer les 2 CV. Hein. Je dirais, c'est pas non plus choquant d'envoyer un CV résumé. En mettant effectivement présent, bah, moi, je vous joins également la version détaillée de mon CV pour voilà, plus de précision. Ça peut se faire aussi, encore une fois, mais la priorité, c'est vraiment au CV résumé. Donc voilà. Comment se positionner au niveau de la rémunération? Bah, ça, la question de la rémunération, de toute façon, sur un CV, ne se pose pas parce moi, je ne conseille pas d'indiquer sa rémunération sur un CV, évidemment. Même souvent, certains recruteurs bah, ne vont pas. Enfin, voilà, lors du premier échange, il y en a beaucoup, dont nous aussi en termes de cabinet, parce qu'on n'a pas toujours l'information, parce qu'on ne la donne pas toujours, on donne une fourchette, je dirais, très, très large. Vont vous dire, bah, écoutez, ça, vous le verrez dans le cadre du deuxième entretien. Ne mettez pas sur le CV, donc là, on n'est plus sur la phase, je dirais, de premier échange par téléphone ou d'entretien. Bah, je vous dirais, mettez une rémunération déjà qui soit cohérente avec votre niveau d'expérience. Il ne faut pas se rabaisser ni se dévaloriser, parce que ça, c'est pas positif. Ne restez pas non plus, alors voilà, je n'ai pas vous donner une réponse tranchée, mais ne restez pas non plus bloqué sur un niveau de rémunération. N'hésitez pas effectivement à consulter les sites, des job boards qui présentent souvent des études salariales en fonction des métiers. Ça, vous pouvez effectivement faire des recherches pour voir où est-ce que vous vous situez en termes de rémunération et si vous êtes bien dans la tranche et vous n'êtes pas trop au-dessus. Donc ça, n'hésitez pas à les consulter. Puis nous aussi, on est aussi en mesure de vous dire si, bah voilà, clairement, vous êtes clairement au-dessus du marché. Ça, on n'hésite pas à vous le dire si on a l'information. Et voilà, je vous dirais sur un CV, pas besoin de le mentionner, ni sur une lettre de motivation. Discutez-en. Restez ouvert, donnez une fourchette, hein, pour pas vous fermer de porte. Après, la fourchette, il ne faut pas effectivement faire un écart je dirais, de 20 ou 30 k euros en passant de 30 à 50. C'est pas crédible non plus. Donc, gardez un écart de 5, 10, 15 k euros. Après, il y a toujours moyen de jouer sur la rémunération variable éventuellement, donc ça, vous voyez, mais ça, c'est plus effectivement les questions qui vont se poser en entretien, parce qu'on n'aborde pas forcément, enfin, on n'aborde pas tout court la question de la rémunération sur un envoi de CV.
Voilà, j'espère avoir répondu à la question en tout cas, mais ça c'est plus sur les phases d'entretien, notamment que Joël d'ailleurs présentera la semaine prochaine. Alors, compétences en haut égale celles que l'on a et qui sont demandées. Alors, celles qu'on a, évidemment, ça, il ne faut pas tricher sur un CV. Celles qui sont demandées, si vous ne les avez pas, bah, ne les mettez pas hein, clairement. Ou alors, si vous avez abordé où elles sont théoriques, mettez-le, mais plutôt en fin de liste. Alors, évidemment, l'idée, c'est aussi un petit peu, quelquefois, d'être un petit peu filou, c'est-à-dire de mettre pas forcément toutes les compétences qu'on maîtrise à fond. On est d'accord. Comme je vous disais, ça vous donne plus de chances en termes de mots-clés, clairement, pour avancer. Euh, donc clairement, moi je ne mettrais pas les compétences que vous n'avez jamais abordées ou que vous ne connaissez pas. Par contre, celles qui sont plus théoriques, oui, vous pouvez vous permettre de les mettre. Ça sera toujours quelque chose que vous pourrez préciser en entretien, mais mettez pas celles qui sont demandées que vous n'avez pas. Ça. Parce que si on vous pose la question et de vous dire, bah voilà, ça vous l'avez vu quand ou quel est votre niveau de maîtrise, bah, non, ça je ne connais pas, ça ne va pas faire très bien. Ça ne fera pas, je dirais, pas encore une fois une image positive de vous en entretien. Par contre, pour les profils juniors, encore une fois, pour terminer là-dessus, clairement, n'hésitez pas à mettre les compétences que vous avez abordées dans les cours, celles sur lesquelles vous vous dites, bah voilà, je peux progresser, j'ai des bases, parce que, encore une fois, vous êtes junior, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, et ça vous met plus de chances de ressortir d'une recherche de CV par mots-clés. Et encore une fois, ne trichez pas sur un CV, parce que, au bout d'un moment, on va pas pour terminer là-dessus, ne vendez pas des compétences que vous n'avez pas, quoi. Ça va, parce que surtout si elles sont exigées, ça va forcément se voir au bout d'un moment. Alors, CV design, bien ou moyen? Alors, si je comprends la question, effectivement, bah, oui, hein, alors gérer un CV avec un design, alors si je comprends bien la question, un CV qui va avoir un design original, oui, effectivement, oui, ça peut, c'est bien. Enfin, après, encore une fois, la sobriété n'exclut pas l'originalité. Après, c'est sûr que des CV, des gens qui ont travaillé effectivement dans le domaine, comme je disais, la communication, le marketing, on peut se permettre d'organiser un peu différemment la formation, ou même faire un format paysage portrait qu'on peut faire aussi dans l'IT, hein, d'ailleurs. J'en ai vu aussi, ça me va bien aussi. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à faire des choses originales. Encore une fois, par contre, l'idée, c'est négligez pas, encore une fois, la qualité de l'information et le fait d'être précis. Il ne faut pas que le design empiète sur de mettre plein de logos ou des déformes, empiète sur la place que vous avez dans le CV et puis mise au fait que vous allez pouvoir mettre toutes les compétences nécessaires à votre. Voilà. Donc c'est juste tout simplement, oui, le design, ça me va, mais privilégiez quand même avant tout le fait de mettre toutes vos expériences, les compétences et valoriser quand même un petit peu plus le contenu et le fond. Alors, est-il pertinent de postuler en ce moment? Effectivement, bonne question. Notre CV ne passera pas la trappe, en quelque sorte, évidemment, merci. Oui, bien sûr que c'est pertinent. Alors pourquoi? Parce que c'est sûr, nous, clairement, on le ressent, enfin, vous en doutez, on- les entreprises ont clairement mis un petit coup de frein sur les recrutements. Par contre, on est d'accord pas mal d'entreprises qui sont encore sur un mode d'anticipation, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas arrêté clairement leur recrutement. Vous pouvez démarrer effectivement cette recrutement pour se dire, bah, ok, on peut avancer ensemble, mais par contre, voilà, je pense que la plupart vont vous dire, par contre, voilà, ne pas avoir de mission tout de suite, même si certaines ont encore des missions. Hein. Encore une fois, tout ne s'est pas arrêté. Donc oui, c'est important, ça permet de vous positionner pour la suite, pour la reprise, parce que normalement, la reprise, je pense, va arriver vraiment à la rentrée, et même peut-être un petit peu plus tôt. Donc les entreprises ne se sont pas arrêtées, elles sont encore actives, mais c'est sûr que là, voilà, ça ne va pas se concrétiser, je dirais, tout de suite. Donc oui, c'est important. Et d'ailleurs, nous, bah, on organise encore des mardis de handicap, même si évidemment les entreprises nous disent que voilà, c'est plus ralenti qu'avant, ça c'est une évidence. Mais nous, on a encore des mardis à distance, hein, des mardis de handicap à distance, en ligne ou en forum virtuel. Donc oui, continuez à envoyer des CV. J'ai même eu effectivement un cas d'un CV qu'on a envoyé. Et l'entreprise m'a dit, bah oui, ça tombe bien, on a quand même une mission qui est en cours en ce moment, on cherche justement ce type de techno. Donc, effectivement, encore une fois, il faut être là au bon moment, au bon endroit, hein, mais oui, au final, vous pouvez encore envoyer le CV, même si, on va être transparent, on ne va pas se mentir, il y aura moins de chances que ça se transforme en ce moment. J'ai une expérience de 4 ans dans les cascades, dois-je la mettre? Bah écoutez, oui, enfin, après, je vous dirais, je ne sais pas laquelle c'est évidemment, et si j'ai l'expérience dans le domaine de l'IT, bah écoutez, oui, il n'y a pas de raison. Ça fait une expérience toujours au contexte international, hein, malgré tout. Après, c'est sûr que si ça n'a rien à voir au domaine de l'IT, quand même, c'est une expérience qui est assez longue, 4 ans. Mettez-le dans votre CV. Alors, mettez effectivement, enfin, ne la développez pas forcément si ça n'a pas de rapport avec l'IT, parce que forcément, c'est pas la plus pertinente. Mettez effectivement bah, juste expérience d'un an, mettez une ligne ou deux pour dire ce que vous avez fait, parce que ça montre que vous n'avez pas rien fait pendant 4 ans. Et si c'est effectivement dans le domaine de l'IT, bah oui, mettez-la. C'est toujours valoriser toute expérience, hein, je dirais. Donc voilà, oui, mettez-la. Alors,
Ouais, effectivement, si je comprends bien, c'est effectivement les pictogrammes peuvent a priori bloquer la lecture. Bah, oui, c'est sûr. Après, l'idée, c'est que normalement, si vous mettez je dirais des CV ou des mots-clés, normalement, ça va quand même en sortir. L'idée, c'est pas non plus de blinder le CV de pictogrammes, hein. De toute façon, si le CV est en format PDF, normalement, les outils notamment de reconnaître les mots-clés autres. Donc, effectivement, il faut plutôt l'utiliser avec parcimonie. Mais pour moi, euh, normalement, s'il y a tous les mots-clés, normalement, ça passe, hein. Même notre, comment dire, nos outils qu'on a nous, en tout cas, ne bloquent pas là-dessus. Donc, c'est sûr que voilà, ça peut parfois bugger. Ça, c'est tout l'informatique a toujours effectivement des petits soucis. Mais encore une fois, si vous mettez tout le contenu à côté qui va avec, pour moi, ça passe, hein. Donc, c'est une question de parcimonie, c'est pareil. Il ne faut pas forcément surcharger le CV par rapport à ça, en tout cas. Donc ça, effectivement, j'ai répondu à la question de Xavier. Euh, voilà, si je confirmais, effectivement, j'avais vu cette question, j'ai regardé un tout petit peu quand même rapidement les questions. Oui, comme je vous disais, donc rapidement, oui, c'est toujours bien, ça permet de créer du lien et vous allez effectivement pouvoir, encore une fois, bah, voilà, peut-être retenir l'attention de l'interlocuteur. Après, encore une fois, un hobby qui va plaire à une personne va peut-être moins plaire aussi à, à un autre recruteur ou une autre personne que vous allez rencontrer. Donc c'est vrai que dans les hobbies, attention aussi à être, je dirais, le simple conseil, c'est une bonne remarque effectivement, mais soyez aussi neutre par rapport à ce que vous mettez pas forcément des choses trop engagées sur le plan religieux ou politique, hein. Encore une fois, on ne va pas prendre de risques, hein, on ne sait jamais, ça peut parfois froisser des susceptibilités ou être trop engagé dans un CV sur ses hobbies, ça peut faire peur encore en termes d'intégration vis-à-vis d'une équipe. Donc ça, effectivement, on met de côté, mais voilà, bonne remarque, comme je l'avais déjà dit, oui, ça peut être intéressant de bien cibler, encore une fois, ça rejoint le conseil que je disais, plus vous allez cibler, hein, mieux ce sera. Alors, j'ai participé à plusieurs handicap, malgré la réponse plutôt positive, voilà, je n'ai pas d'emploi. Alors, je vous dirais oui et non. Alors, de toute façon, il faut savoir que le, comment dire, la taux de transformation, hein, quand on envoie des CV, alors je sais pas forcément des chiffres, si vous voulez, ça peut être assez variable en fonction des secteurs, mais déjà, il faut envoyer beaucoup de CV avant de décrocher je dirais un entretien. Et ensuite, pour aller au bout d'un process, vous doutez que là, bah, forcément, c'est l'entonnoir, hein, ça va clairement être encore plus compliqué, enfin plus difficile d'aller au bout d'un process. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier les, comment dire, euh, les candidatures. Généralement, vous avez plusieurs caps à passer. Vous avez effectivement le filtre effectivement RH du recruteur RH qui généralement voilà, bah, lui fait la première sélection. Et ensuite, vous avez des sélections qui est encore plus compliquées des opérationnels ou des managers qui eux aussi bah, vont peut-être pas avoir ce regard RH aussi, qui vont peut-être plus dans une logique de sélection et de filtre encore plus dure. Et forcément, il faut passer à cette deuxième étape. Et celle-ci, évidemment, est compliquée. Il y a aussi une réalité du marché qu'on est effectivement dans le domaine du handicap aussi. C'est pas facile, hein, ça c'est clair, il faut aussi s'accrocher. Il y a des a priori, forcément les recruteurs en bout de chaîne qui vont avoir plusieurs CV, des gens qui ne sont pas en situation de handicap et d'autres qui sont en situation de handicap, même s'ils sont censés effectivement à compétences égales aller vers le CV en situation de handicap, bah, vont aussi avoir des a priori. Et c'est sûr que le parcours, je dirais, est toujours plus compliqué. Donc oui, je vous dirais, bah, c'est quelque part, entre guillemets, c'est normal, même si c'est parfois difficile à accepter. Mais voilà, nous aussi, on a beaucoup de retours positifs sur les premières étapes après les mardis. Mais après, derrière, on a aussi beaucoup de difficultés à bah, avoir même des retours tout court une fois qu'on a passé cette première étape. Donc il faut effectivement s'accrocher, c'est pas facile, mais oui, je vous dirais, c'est normal. Et même les personnes qui sont en situation de handicap, en termes de stats, hein, doivent multiplier les candidatures pour aller au bout d'un process, hein. Ça, je dirais, c'est une logique un peu mathématique, mais plus on multiplie, plus on a de chance aussi d'avoir des retours. Mais pour effectivement aller avoir un retour positif, aller au bout, bah, il faut en passer par beaucoup de candidatures, hein. C'est simple, hein, c'est malheureusement, mais c'est un peu la loi du marché, si je peux dire. Alors, avant, on fait la typicalité des handicaps, pourtant les compétences sont là. Alors oui, je vous dirais forcément, c'est très franco-français aussi. Nous, en France, contrairement à d'autres pays anglo-saxons, outre-Atlantique, on aime bien avoir des CV qui rentrent dans les cases en termes de formation, on aime bien les bac plus 5, etc. Malheureusement, c'est encore une fois une réalité du marché français. Les profils atypiques, autodidactes par exemple ou autres, forcément, ça rassure pas le recruteur français ou autre. Donc, oui, c'est plus compliqué, ça, c'est évident. Après, ce qui est important, bah, voilà, c'est malgré tout de pouvoir chercher sur son CV, d'aller chercher les compétences qui vont rassurer ou le parcours, les éléments clés du parcours qui va rassurer le recruteur. Mais malheureusement, voilà, les profils atypiques en France, on est moins ouvert. Ça, c'est encore une fois une réalité du marché.
et les gens voilà, en reconversion, qui ne sortent pas du bon cursus, qui n'ont pas le niveau de diplôme qui va bien, malgré l'expérience, ouais, ça plaît moins. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Donc ça, je veux bien vous réconforter là-dessus, mais malheureusement, ouais, ça plaît moins sur le marché français. Alors, pourquoi, encore une fois, quelques questions. Alors, rien qu'en 2000, j'aurais 417 dans l'existement, l'expression de physique. Alors, du coup, j'avoue que la question n'est pas très claire pour moi. Effectivement, bon, c'est sûr que ça fait beaucoup de CV, ça, on est d'accord. Par contre, voilà, je suis désolé, là, je fais la question avec désistement à l'expression de physique. Du coup, je suis désolé. Alors, là, je vous invite peut-être à reformuler votre question ou à l'envoyer justement. Alors, je vais, pour conclure, on va encore prendre 2-3 questions. Et après, vous aurez un lien justement pour envoyer vos questions, pour échanger justement. Vous pourrez m'envoyer un email. Et là, parce que là, je suis désolé, j'avoue, je ne préfère pas donner de réponse, que je ne saisis pas très bien. Donc ça, j'ai répondu à la question. On va passer éventuellement encore deux ou trois questions pour finir. On a fait le tour peut-être. Je ne sais pas si c'est bon. Du coup, on va dire qu'on a fait le tour des questions. Ce que je vais faire, je vais conclure juste sur le, voilà, on va se mettre sur la présentation, sur les contacts. Bon, du coup, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, en tout cas. Et n'hésitez pas évidemment à vous inscrire pour les prochains, notamment celui de Joël, hein, qui sera sur l'entretien d'embauche, hein, qui est donc sur l'alternance, je le répète, qui sera le 20 avril, et sur les profils, tout profil en alternant, donc CDI, CDD, ce sera le 28 avril. Vous avez effectivement toutes nos annonces sur missionhandicap.com et donc le portail spécialement dédié à l'IT sur nocandyit.fr. Donc vous avez effectivement toutes les offres. On a encore effectivement nos mardis d'handicap qui fonctionnent en mode virtuel, je vous le rappelle, notamment les prochains qui arrivent sur, si je ne me trompe pas, sur Rennes notamment. Vous avez également Toulouse, Paris, et j'en oublie, mais tant que vous avez toutes les dates notamment qui sont sur le site missionhandicap.com, sur le portail vraiment des mardis de handicap. Et comme je vous le disais, évidemment, je ne sais pas si j'imagine, j'ai pas répondu à toutes les questions, parce que je vois qu'il y en a encore d'autres, mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse que vous avez en dessous, là, qui est sourcing@jobinlife.fr, et dans l'objet du mail, mentionner notamment webinaire Severity. Comme ça, moi et puis le reste de mon équipe, on pourra identifier justement les personnes qui ont suivi ce webinaire et qui souhaitent avoir des précisions. Donc, je répète, hein, mentionnez-le bien dans l'objet de votre email, webinaire Severity, comme ça, on pourra mieux identifier, parce qu'on en reçoit beaucoup, vous en doutez, de sollicitations par ce biais. Mais n'hésitez surtout pas, en tout cas, à nous écrire. Et puis, comme d'habitude, hein, je pense que vous continuez effectivement à vous accompagner. N'hésitez pas à solliciter les recruteurs que vous connaissez, comme encore une fois Sarah, Amélie ou encore Gérald et Anaïs. Hein. Vous avez notamment leurs coordonnées. Surtout, n'hésitez pas à les solliciter. Et bien, encore une fois, je vous remercie tous. Portez-vous bien, encore une fois, dans cette période un peu particulière. Et puis, je vous dis certainement à très bientôt. Puis, n'hésitez pas à aller consulter nos autres webinaires pour la suite. Voilà, à très bientôt. Au revoir.